Bonjour, cette première partie du cours va concerner les fondements philosophiques et épistémologiques à l'origine de l'étude de la psyché. Pour le philosophe français René Descartes, la psyché est différente et indépendante de la matière. Dans cette hypothèse dualiste, la psyché serait reliée au corps par la glande pinéale. Il existerait donc une différence fondamentale entre la psyché et la matière. A l'inverse, dans la tradition philosophique anglo-saxonne proposée par exemple par David Hume, il est possible d'explorer scientifiquement le substrat physique de la psyché dans la mesure où la psyché émerge de la matière par des processus neuronaux. C'est la perspective empirique qui sera à l'origine des neurosciences et de la psychologie. Dans la lignée de cette approche empirique, après un siècle de recherche en psychologie et en neurosciences cognitives, les différents travaux réalisés ont permis de comprendre des aspects fondamentaux et importants de la psyché humaine, parmi lesquels on trouve la mémoire, le langage, les processus perceptifs, les émotions, les processus sensorimoteurs, etc. Néanmoins, la conscience humaine garde toujours sa part de mystère. Dans la lignée des approches dualistes et empiriques, des approches originales ont vu récemment le jour en philosophie et en sciences physiques, par exemple. Ainsi, la proposition philosophique de David Chalmers suppose que l'on peut comprendre scientifiquement le problème simple de la conscience, c'est-à-dire les processus neuronaux qui sont à l'origine de la conscience, mais pas le problème complexe de cette même conscience que Chalmers associe à la notion de qualia. En d'autres termes, il y a pour Chalmers une différence fondamentale entre les impulsions électriques générées par le système nerveux suite à un stimulus et la sensation consciente et subjective de ce stimulus. Par exemple, la sensation subjective de la couleur rouge ne peut pas être expliquée pour Chalmers par les impulsions électriques générées par le cerveau lorsqu'il perçoit un stimulus rouge. De la même façon, la sensation subjective de douleur ne pourrait pas être expliquée uniquement par les processus électriques et biochimiques des neurones. À l'inverse de Chalmers, la position de Daniel Dennett est que la conscience serait une simple illusion induite par notre capacité à attribuer des intentions au comportement que l'on observe. Ainsi, par exemple, nous attribuons une conscience à une fourmi qui cherche de la nourriture, alors que cet animal n'a probablement pas les capacités cognitives liées à la conscience de soi. Nous pouvons également attribuer une intentionnalité à une voiture qui refuse de démarrer ou au soleil qui se cache derrière les nuages. Pour Dennett, la conscience serait donc simplement le reflet de cette capacité à attribuer des intentions aux choses qui nous entourent. La complexité du système cognitif humain étant simplement plus importante, rien de plus. Cette perspective philosophique peut être appuyée par les travaux de Benjamin Libet, qui montrent que la conscience pourrait être un simple phénomène d'observation de processus automatiques et non conscients. Ainsi, Libet a montré que les processus neuronaux impliqués dans la décision consciente de réaliser une action étaient précédés d'environ 350 millisecondes de l'activité des neurones moteurs engagés dans cette action. La conscience serait donc simplement un processus d'observation de processus neuronaux automatiques et non conscients. Des approches farfelues de la conscience, farfelues dans le sens où elles n'ont jamais été démontrées, ont aussi été proposées en sciences physiques. Ainsi, par exemple, Eugène Wigner suppose que la conscience créerait la réalité par un processus quantique. Ce processus est appelé l'effondrement de l'onde de Schrödinger. Une autre approche originale a été proposée par le physicien Roger Penrose, qui suppose que ce même processus quantique serait à l'origine de la conscience. Le problème est que l'on a un peu trop vite tendance à attribuer à la physique quantique des phénomènes que l'on ne comprend pas, sans avoir aucune preuve empirique de la validité de ces théories. En gros, tout ce qu'on ne comprend pas, eh bien, on dit que c'est un processus quantique.